Vous connaissez ça, être la seule personne dans la famille qui pose toujours problème. Quoi que vous fassiez, vous êtes le problème. Vous n'êtes pas seul. Le chalet de Courchevel sent le sapin et l'argent. Mais moi, tout ce que je sens, c'est l'odeur du mensonge. Un mensonge qui dure depuis 8 mois. Je suis debout dans le grand salon, mes doigts crispés sur un paquet cadeau parfaitement emballé, le regard fixé sur son contenu. À l'intérieur, une carte de membre pour une application de rencontre exclusive. Pour les femmes dont l'horloge biologique ferait un peu trop de bruit, une blague cruelle. L'idée que ma sœur Léa se fait d'un cadeau de Noël attentionné, le feu rugit dans l'âtre de marbre. Mais le froid qui règne dans cette pièce n'a rien à voir avec la neige qui tombe dehors, en drap épais et silencieux. Derrière les bébés vitrés, Léa glousse, un son de verre qui se brise. J'ai vu ça pendant un voyage d'influenceuse, dit-elle, la voix dégoulinante d'une fausse sollicitude. Les avis sont incroyables pour les femmes qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Je ne lève pas les yeux, je fixe juste la boîte. L'audace. Prends-le, ma chérie, intervient ma mère, Isabelle, depuis son fauteuil aux allures de trône. Léa s'inquiète juste pour toi. Mon père, Marc, ne dit rien, il fait juste tourner le liquide ambré dans son verre en cristal, évitant mon regard. Son associé, Monsieur Dubois, et son fils Lucas, le fiancé de Léa, trouvent soudain l'art abstrait sur le mur absolument fascinant. Même Camille, l'organisatrice du mariage, semble mal à l'aise. Je referme la boîte. Mes mains sont stables, même si à l'intérieur, j'ai l'impression de me fendre en 1000 morceaux. Cette fois, je ne vais pas fuir, je ne vais pas me réfugier dans ma voiture pour retourner à l'aéroport, retourner à ma vraie vie, retourner auprès de mon mari. Antoine, 8 mois. 8 mois de silence. 8 mois qu'ils ont ignoré mon mariage. À table, le cristal et l'argenterie brillent sous l'immense lustre. Ma mère tape sur son verre pour porter un toast. À cette saison si spéciale, annonce-t-elle, sa voix calibrée pour la performance. À ma merveilleuse fille, Léa, et à son mariage à venir, un événement royal des temps modernes. Elle tourne son regard vers moi, un chasseur qui repère sa proie. Léa a toujours su faire les choses avec grâce, en pensant à sa famille. Les mots sont une gifle. Mais toi, Chloé, demande-t-elle, sa voix suintant la pitié. C'est pour quand ton tour? Le silence s'abat sur la table. Tous les yeux sont sur moi. Léa se penche en avant, son visage parfaitement sculpté arrangé en un masque d'inquiétude sororale. Elle attend que je m'effondre, que je trouve une excuse, que je m'excuse d'exister. Je pose ma fourchette, le tintement du métal contre la porcelaine résonne dans le calme soudain. Je croise le regard de ma mère. C'est déjà fait, dis-je. Ma voix est calme, égale. Je suis mariée depuis 8 mois. Le visage de ma mère se vide de toute couleur. La confusion, puis l'incrédulité, puis la rage, pure et sans phare. Menteuse, siffle-t-elle, ses mains frappant la table. Tu t'es mariée en secret. C'est ça pour nous humilier. Je ne me suis pas mariée en secret, dis-je, la voix toujours posée. J'ai envoyé des invitations à tout le monde. Le chaos que j'attendais éclate. Mon père m'accuse de mentir pour saboter la fête de fiançailles de Léa. Les yeux de Léa s'emplissent de larmes bien orchestrées, me traitant de jalouse et de pathétique. Ils ne se souviennent pas, ou ils font semblant, l'architecte en moi, cette partie de moi qui voit les systèmes et les structures, comprend, avec une clarté soudaine et glaçante, ils n'oublient pas seulement, ils effaçant, activement. Tu es une menteuse, hurle ma mère, le visage déformé. Nous n'avons jamais rien reçu. Pourquoi tu n'as pas appelé? Exige mon père, sa voix tonnant à travers la table en acajou poli. Si tu t'en souciais, un minimum, tu aurais décroché ton téléphone? Il faut toujours que tout tourne autour de toi, n'est-ce pas? Chloé, lance Léa en s'agrippant au bras de Lucas. Tu ne supportais pas que j'ai un mariage magnifique, alors tu as dû inventer cette histoire insensée. Les accusations volent comme des commandes, comme des éclats d'obus, mais je ne bronche pas. Je les laisse épuiser leur première salve de rage, leur tentative désespérée de réécrire la réalité. Puis, quand un silence fragile s'installe, je parle. Ma voix est basse, mais elle tranche la tension. Vous savez ce qui a été le pire? Je demande, regardant le visage furieux de ma mère, puis celui, déçu,
De mon père, ce n'était pas le silence, c'étaient les 2 chaises vides. Je décris le jour de mon mariage. Le petit domaine viticole en Bourgogne. Magnifique, qu'Antoine et moi avions trouvé, les 150 invités venus de toute la France. Sa famille, qui m'a accueilli à bras ouverts, et les 2 chaises au premier rang, je leur raconte comment j'ai acheté un tissu spécial pour elles, un brocart de soie dans le ton de bleu préféré de ma mère. Comment j'ai passé des heures à peindre à la main de petits panneaux en bois où il était écrit mère de la mariée et père de la mariée. Je leur dis comment je les ai décorés de fleurs sauvages, parce que ma mère m'avait dit un jour, il y a des années, qu'elle les adorait. Je leur raconte comment je suis restée avec ma propre organisatrice de mariage pour m'assurer que la lumière les frapperait juste comme il faut. Je décris l'humiliation de la cérémonie retardée, les regards pleins de pitié de la famille d'Antoine, les chuchotements, et je leur parle du moment où j'ai finalement dû accepter qu'ils ne viendraient pas, le moment où j'ai dû demander au personnel d'enlever les chaises, parce que je ne supportais plus de les voir. Je ne supportais plus de voir cet espace vide, là où ma famille n'était censée être. Mes mots flottent dans l'air. Camille, l'organisatrice du mariage, a les larmes aux yeux. Monsieur Dubois baisse les yeux sur son assiette, la mâchoire serrée. Même Lucas a l'air secoué. Un instant, ma mère a l'air abasourdie. Mais alors Léa, ma sœur, l'enfant prodige, voit son ouverture. Elle se lève, ses propres larmes coulant maintenant à flot. Très bien, sanglote-t-elle. C'est moi, j'ai caché les invitations. Ma mère a un hoquet de surprise, mais Léa continue, transformant sa cruauté en un acte héroïque. Je l'ai fait pour vous protéger, s'écrie-t-elle en regardant nos parents. Pour protéger cette famille. Ce mariage avait l'air tellement bas de gamme. Une grange au milieu de nulle part. Vous auriez eu honte. Je ne pouvais pas laisser le mauvais goût de Chloé rejaillir sur nous tous. J'essayais juste de protéger la réputation de notre famille. Je la regarde, presque impressionnée, tandis qu'elle tord la narration. La malveillance devient protection, le sabotage devient amour. Et je vois l'étincelle de soulagement dans les yeux de mes parents. Ils ont leur excuse, ils ont leur porte de sortie. Et à cet instant, je sais, l'émotion brute est une langue qu'ils ne parlent pas. La logique et l'épreuve sont tout ce qu'ils comprendront jamais. Je me lève de table, mon mouvement est calme, délibéré. L'action soudaine réduit la pièce au silence. Je m'éloigne de la table, mes talons claquant sur l'ardoise importée, et me dirige vers le salon attenant où un écran géant de plus de 2 mètres est monté au-dessus de la cheminée, affichant actuellement une vidéo en boucle d'une forêt enneigée. « Oh, Chloé, assieds-toi, balai-toi », ordonne ma mère, sa voix retrouvant son tranchant autoritaire habituel. « Nous n'avons pas terminé. »« Si », dis-je sans me retourner. « On change juste de lieu. » Je m'arrête devant l'écran massif, le dos tourné. Je sens leurs yeux sur moi, un mélange de confusion et de colère. C'est moi qui ai conçu les systèmes intelligents de cette maison. Vous savez, ma voix est conversationnelle, presque légère. Juste après mon master en architecture de l'expérience utilisateur, papa m'a embauché, m'a payé en visibilité et avec une ristourne familiale, ce qui signifie que j'ai bossé gratuitement. J'ai installé chaque caméra, chaque serveur, chaque interface que vous utilisez tous les jours. Ma pacambeigné. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit, grogne mon père. Tout, dis-je, sous la table, le numéro de mon mari, Antoine, était déjà sur mon téléphone. Il m'a suffi d'envoyer un seul mot. Maintenant, c'est un consultant en cybersécurité pour une grande entreprise. Il protège des sociétés valant des milliards contre des prises de contrôle hostiles. Le réseau domestique de ma famille n'avait aucune chance. La forêt enneigée sur l'écran vacille et s'éteint, remplacée par un simple bureau d'ordinateur. « Qu'est-ce que tu fais ?» demande Léa. Sa voix aiguë d'alarme. J'accède à distance au serveur principal. Je réponds, toujours face à l'écran. Le mot de passe administrateur n'a jamais été changé, même si je vous ai envoyé 3 emails distincts pour vous rappeler le risque de sécurité. Mes identifiants sont toujours valides. Je suis donc toujours légalement l'administratrice du système. Par conséquent, que mon mari y accède en mon nom est parfaitement légal. Le curseur sur l'écran se déplace tout seul, glissant vers un dossier sur le bureau. Antoine a des centaines de kilomètres, et mon fantôme numérique. Je me tourne pour leur faire face. Mon expression est illisible. Dans ma profession, nous étudions les systèmes,
Nous analysons comment les utilisateurs interagissent avec eux, identifions les points de friction et les reconcevons pour une meilleure fonctionnalité. Pendant des années, j'ai cru que l'utilisatrice, c'était moi. J'ai cru que c'était moi qui n'arrivais pas à comprendre le système. Mais j'avais tort. Le système lui-même est fondamentalement défaillant. C'est une structure familiale narcissique classique. Un enfant est désigné comme l'enfant prodige. Je regarde directement Léa, dont le visage est devenu blême. Elle ne peut rien faire de mal. Ses succès sont les succès de la famille. Ses échecs sont ignorés ou imputés à d'autres. Elle est le centre de l'univers. Et puis, il y a le bouc émissaire. Je fais un geste vers moi-même. Le bouc émissaire est le problème. Elle est la cause de tout le stress familial, la source de tous les conflits. Elle existe pour absorber le dysfonctionnement de la famille, pour être la méchante dans l'histoire qu'ils se racontent. Leur famille parfaite serait parfaite, si seulement elle n'était pas là. Le curseur sur l'écran survole le dossier. Il est intitulé en lettres simples et austères « Projet démolition ». Et ce soir, je démantèle enfin ce système défaillant. Je me retourne vers l'écran. La pièce est si silencieuse que je peux entendre le bourdonnement du réfrigérateur depuis la cuisine. Le curseur d'Antoine clique et ouvre le dossier. Commençons par la première preuve irréfutable. J'annonce. Ma voix est froide et claire comme l'air d'hiver dehors. La première image qui apparaît est un scan haute résolution d'un reçu Chronopost, date 12 février, heure 10h15. Signé par Léa, sa signature, une boucle arrogante que je connais depuis toujours, est parfaitement nette. Léa ricane, se remettant rapidement, et alors je signe des colis tout le temps. Papa et maman reçoivent des dizaines de livraisons. Ça ne prouve rien. Oh, elle a raison. C'est circonstanciel, j'admets. Ce qui nous amène à la deuxième preuve. L'image sur l'écran change. C'est maintenant une capture d'écran des paramètres du compte email de notre mère. Une page spécifique les filtre. Là, en haut de la liste, il y a une règle, je la lis à voix haute pour eux. Si un message provient de Chloé et contient les mots mariage, invitation ou Antoine, alors marquez comme lu, ignorez la boîte de réception, supprimez définitivement. Ma mère a le souffle coupé. Je n'ai jamais créé cette règle. Bien sûr que non, dis-je. Mais ce filtre a été créé le 14 février, 2 jours après la livraison des invitations. Il a été créé depuis une adresse IP qui correspond à cette maison, spécifiquement au téléphone de Léa. J'essayais juste de réduire le désordre dans les emails de maman, balbutie Léa, les yeux écarquillés de panique. Elle est tellement vite dépassée. Ah Lucas, son fiancé, la dévisage, son expression se durcissant. Tu as filtré les emails de mariage de sa propre fille, demande-t-il, sa voix dangereusement basse. L'écran change à nouveau. Il montre maintenant un email envoyé, qui semble provenir de ma propre adresse. Il est daté d'1 semaine après l'arrivée des invitations. Il est adressé à ma mère et à mon père. Objet, mariage annulé. Le corps de l'email est court, prétendant qu'Antoine et moi nous sommes disputés et avons tout annulé. Un email falsifié classique, j'explique. Facile à faire si on sait s'y prendre, difficile à tracer, sauf si on a un expert en cybersécurité pour Marie, qui peut extraire les données brutes de l'entête et trouver le serveur d'origine. Un serveur situé dans le café préféré de Léa, en ville. La dernière preuve est celle que j'attendais. Je hoche légèrement la tête. Un signal silencieux pour Antoine. L'écran devient noir, puis se remplit d'une séquence vidéo d'une clarté cristalline. Elle provient de la caméra au-dessus de la porte d'entrée, celle que j'ai installée moi-même. L'horodatage indique 12 février, 10h14. Le camion Chronopost est visible dans l'allée. Nous regardons Léa, en tenue de sport, ouvrir la porte, sourire et signer pour le colis. Elle referme la porte, baisse les yeux sur l'adresse de l'expéditeur et son visage change. Le sourire disparaît, remplacé par un rictus de pure rage. Elle n'hésite même pas. Elle marche directement vers la poubelle de recyclage sur le côté du porche, soulève le couvercle et jette le paquet entier à l'intérieur avec un geste d'un dégoût violent. Elle claque le couvercle, s'essuie les mains sur son pantalon comme si elle avait touché quelque chose de sale, et rentre à l'intérieur. La vidéo se termine. Silence. Un silence total, complet et dévastateur. La boucle vidéo s'arrête.
laissant l'image du visage furieux de Léa figée sur l'écran géant. Le silence dans la salle à manger est une chose vivante, lourde et suffocante. Lucas est le premier à bouger. Il se lève si lentement que ça en paraît douloureux. Ses yeux ne quittent jamais Léa. Il retire l'énorme bague en diamant de son doigt. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas un geste dramatique. C'est un acte de rupture finale et silencieux. Il pose la bague sur la table à côté de son assiette, où elle repose comme une minuscule pierre tombale scintillante. « Lucas » murmure Léa, la voix brisée. Son avenir tout entier s'évapore sous ses yeux. « Je ne peux pas t'épouser, » dit-il, sa voix vide de toute émotion. « Je pensais épouser une partenaire, pas une saboteuse, pas un monstre. » Son père, Monsieur Dubois, se lève à son tour. Il regarde mon père, Marc, avec une expression de profonde déception. « Marc, » dit-il, et sa voix porte le poids de 30 ans de relations d'affaires. « Ah bah, et la fusion à 90 millions d'euros que nous devions signer le mois prochain, c'est annulé. » Le visage de mon père devient cendré. On dirait qu'il vient de recevoir un coup de poing. « Kevin, attends !» balbutie-t-il. On ne peut pas laisser une querelle de famille interférer avec ce contrat. Ce n'était pas une simple querelle. Marc, la voix de Monsieur Dubois est de glace. Laisse-moi être parfaitement clair. Toute la valorisation de cette fusion, la raison même pour laquelle le groupe Dubois était intéressé, dépendait de l'intégration du talent de ta fille dans notre entreprise. Il me regarde. Paléa, moi, nous essayons d'embaucher Chloé depuis 2 ans. Son travail en architecture de l'expérience utilisateur est légendaire. Nous pensions que cette fusion était le seul moyen de l'avoir. C'était elle, l'atout, Marc. Pas ta société dépassée. Sans elle, vous n'avez rien qui nous intéresse. L'atout involontaire. La chute est si parfaite, c'en est presque poétique. Je ferai en sorte que tu ne travailles plus jamais, crache Léa. J'ai presque pitié d'elle, presque. Non, tu ne le feras pas, dis-je calmement. Elle rit, un son aigu, hystérique. Regarde-moi bien. Je sais que tu as enregistré le dîner de ce soir. Je continue, ma voix stable. Mais cet enregistrement est irrecevable. Le droit français exige le consentement de toutes les parties pour enregistrer une conversation privée. Donc, ta petite vidéo de notre conversation reste privée. Une lueur de triomphe traverse son visage. Elle pense avoir trouvé une faille. Cependant, je laisse le mot en suspens. La séquence de vidéosurveillance de toi, réceptionnant un colis Chronopost et t'en débarrassant immédiatement, est une preuve parfaitement légale d'un délit, violation du secret des correspondances. C'est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. La couleur quitte son visage. Si un seul post négatif sur moi ou Antoine apparaît n'importe où en ligne, cette vidéo part directement au procureur de la République. Je me demande ce que tes sponsors en penseront. Échec et mat, elle s'effondre sur sa chaise, un amas de sanglots, brisé. Je ne reste pas pour assister aux conséquences. Je tourne le dos aux décombres de leur vie, aux fiançailles rompues, à la fusion annulée, à la ruine financière imminente. Et je m'en vais. Ma mère crie mon nom. Sa voix est faible, désespérée. « Chloé, attends, on peut arranger ça. » Mais il n'y a plus rien à arranger. Le système n'était pas défaillant, il a été conçu comme ça. Et je suis simplement en train de quitter le bâtiment. Je traverse le grand hall, passe devant les portraits d'une famille heureuse qui n'a jamais vraiment existé, et franchis les immenses portes d'entrée pour retrouver la nuit froide et pure. Mon mari, Antoine, m'attend dans une voiture au bout de la longue allée sinueuse. Il ne pose pas de questions. Il m'ouvre juste la portière, et tandis que nous nous éloignons, je ne regarde pas en arrière. Quelques jours plus tard, un colis arrive. Par coursier express. À l'intérieur, niché dans une enveloppe d'entreprise portant le logo de la société de mon père, un chèque de 100 000 €. La ligne mémo est vide. Il y a une courte note dactylographiée. Pour ton silence. Je regarde le chiffre, les zéros s'étirant comme une ligne de main désespérée et suppliante. L'argent du silence. Une dernière tentative pathétique de contrôler le récit, d'acheter ma docilité. Il fut un temps dans ma vie où cet argent aurait été une bouée de sauvetage, un temps où je désirais ardemment n'importe quelle forme de reconnaissance de sa part, même de cette nature transactionnelle et lâche. Mais cette version de moi est morte dans cette salle à manger.
C'était elle qui leur avait gardé 2 chaises vides à son mariage. Elle n'est plus là. Je prends le chèque dans ma cuisine. Je le déchire en 2, puis en 4, puis en minuscules confettis sans valeur. Je dispose les morceaux sur mon plan de travail en granit. Je prends une photo nette avec mon téléphone et j'ouvre la conversation de groupe familial. Pour la toute dernière fois,